Donc bonjour, je suis François Bouteille de la société EAC, Études Air Comprimé. Comme je dis toujours, c'est un nom prédestiné pour s'occuper d'air comprimé, mais je vais essayer d'éviter les bavardages et les paroles inutiles. Je vais aborder aujourd'hui le cours air comprimé. Si je ne me suis pas trompé dans ma numérotation, ça pourrait être le cours numéro 5. Vous voyez, on va toujours être dans schéma et mesure. En fait, ce sont les deux choses qui nous occupent le plus clair de notre temps. Comprendre ce qu'on mesure et ensuite arriver à le mesurer. Enfin, aider le client à réduire les consommations, parce que notre but, je le rappelle, c'est de réduire de manière significative vos consommations d'énergie. Deuxièmement, c'est d'éviter les chutes de pression. Et troisièmement, d'éviter les défauts de qualité qui pourraient gêner votre process. On a décidé de le faire sur un schéma très simple que je vais rappeler et reprendre pour ceux qui n'auraient pas suivi tout à fait dans l'ordre ces vidéos. Je pense que normalement il vaut mieux les suivre dans l'ordre, mais en fait vous faites comme vous voulez. Donc on a envisagé 3 compresseurs dans cet exemple, à vis lubrifié. On verra ce que ça veut dire, on rentrera dans les différentes technologies de compresseurs, mais comme on l'a expliqué dans la présentation, notre cours n'est pas un cours de compressoriste. On ne vend pas de compresseurs, nous on est indépendants. Et donc, on n'a pas de raison particulière de commencer par les compresseurs, ou les sécheurs, ou même les usages. On a ici quelques usages qu'on avait choisis avec amour pour qu'ils présentent des besoins un peu différents. Notre approche est plutôt basée sur le besoin. Vous voyez, sur le besoin. Donc ici, on a dit qu'on avait un filtre à manche, ou plusieurs filtres à manche. Des vérins pneumatiques, qui ont besoin de pression et qui peuvent être ralentis par la présence d'eau. Enfin, des vannes de régulation. Les vannes de régulation, on parle d'air instrument. Il faut éviter absolument la présence d'eau, et d'ailleurs la présence de poussière ou d'huile liquide. Et là, on va aborder maintenant, alors, nous avions dit que plusieurs zones inconnues existaient. Un réseau de distribution, un système de comptage. Certains compteurs perdent beaucoup de pression. On n'est pas sûr s'ils font faire des économies d'énergie, mais on est sûr qu'ils peuvent faire perdre beaucoup de pression. Donc l'air comprimé transite à travers ce réseau et ce système de comptage. Et quand même, on a vu qu'il y avait, pour reprendre nos 3 critères qui sont importants et qu'on va conserver tout le long de ce cours, l'énergie, la pression, la stabilité de la pression, la qualité, donc consommer moins d'énergie, avoir une pression juste ce qu'il faut, pas plus, sinon ça coûte plus d'énergie, une qualité juste ce qu'il faut, pas plus, mais quand même surtout pas d'eau, vous voyez, surtout pas de chute de pression, parce que sinon ça arrête votre process, et là vous perdez beaucoup plus que la consommation d'énergie. Et là, on va compléter un peu notre schéma. Alors il faut le compléter par un bout. On aurait pu commencer par les systèmes de comptage, mais on en a déjà un peu parlé dans la présentation initiale. Et donc, je dirais qu'on va parler un peu du séchage. Vous voyez, sans trop rentrer dans les détails à ce stade de la filtration, du déshuilage. Ce sont des éléments technologiques qui sont importants, mais bizarrement, ils ne sont pas importants pour le type d'usage qu'on a là. Vous voyez, la présence d'un peu de poussière ou d'un peu d'huile pour un filtre à manche, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une usine pharmaceutique. Ça pourrait être une cimenterie ou peut-être une aciérie aussi. Voilà, c'est le genre d'usine qu'on pourrait avoir ici. Donc, nous allons commencer par faire un choix sur un type de sécheur. Voyez, et là, nous allons faire un choix qui est d'avoir des sécheurs frigorifiques. Je le fais gros pour avoir la place d'écrire.
sécheur frigorifique intégré ou dédié. Voilà. Donc, chacun des compresseurs est équipé de son sécheur frigorifique. SF, ça va aller plus vite. Donc, ce n'est pas une marque, c'est une abréviation. Sécheur frigorifique. À la sortie des sécheurs frigorifiques, on rejoint le réseau de distribution. Et là, on sait seulement qu'on ne sait pas grand-chose à ce sujet-là. On laisse des points d'interrogation sur cette partie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent dès lors qu'on a ajouté en fait ce composant? Alors je vous rappelle que je préfère les dessiner, non pas parce que je suis incapable de faire fonctionner un PowerPoint, mais parce qu'on a démontré que c'était mieux pour l'apprentissage. Vous voyez, c'est mieux pour l'apprentissage pour les stagiaires, vous voyez, de prendre eux-mêmes des notes. Et puis, je pense que le fait d'écrire, même en écrivant mal et en parlant en même temps, permet au cerveau de mieux assimiler les connaissances. Ça a été plus ou moins étudié, vous voyez. Et donc, au MIT, ils conseillent à leurs stagiaires de prendre des notes. Et donc, je vous conseille aussi de prendre des notes et de ne pas attendre un schéma avec des jolis carrés bien dessinés. Vous voyez, c'est pas forcément ça qui sera le plus utile pour vous. Ce qui est utile ici pour nous, c'est de bien comprendre qu'on veut juger de ce que va causer cette installation supplémentaire, une sorte d'étape séchage à la sortie de chacun des compresseurs, sans intercommunication ici. Vous voyez, là, on n'a pas mis de vanne, une sorte de collecteur d'air humide commun à tous les sécheurs. Ce n'est pas des sécheurs en parallèle. Ce sont 3 compresseurs avec des sécheurs frigorifiques intégrés ou dédiés. Intégré, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Et dédié, ben, ça veut dire que c'est ce que j'utilise pour expliquer que même si c'est séparé, vous voyez, on pourrait avoir juste une vanne qui aille de l'un à l'autre, mais vous avez prévu un sécheur pour chaque compresseur, de manière à dire, voilà, j'ai un compresseur de 1000 m3, je mets un sécheur qui est capable d'en traiter 1500, il y a des chances que ça fonctionne. Voilà. C'est une démarche qui est souvent faite, on va voir ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut présenter comme intérêt. Alors, le premier de nos critères, c'était l'énergie. Alors, les sécheurs ici, on pourrait mesurer des kilowatts sur chaque sécheur, mettre un wattmètre. Très souvent, on se contente sur ces sécheurs frigorifiques de mettre une mesure d'intensité. C'est souvent des petites machines. Et nos chauffe-eau à nous, les Ampflex, sont mal adaptés. On préfère, une mesure jusqu'à 8000 ampères, vous voyez, c'est des trucs qui sont plus adaptés pour les compresseurs un peu puissants. Nous allons utiliser plutôt des mini-flex. C'est un autre produit chauffe-eau à nous que j'aime bien. Qui vont commencer à mesurer, je crois, 300 ou 3000 ampères. Vous voyez, donc, ça peut concerner des très petites installations. Et comme ça, on voit comment le sécheur frigorifique fonctionne. Certains sécheurs régulent, d'autres pas. Vous voyez, le plus souvent, un sécheur frigorifique à détente directe, c'est un coût qui est à peu près constant. Donc, très souvent, on pourrait se contenter d'une mesure ponctuelle. Vous voyez, bon, comme les mesures par mini-flex sont peu coûteuses, quelquefois, on mesure quand même. Donc il y a au niveau de l'énergie une certaine consommation. D'autre part, au niveau de l'énergie toujours, on a une certaine perte de pression dans le sécheur. Surtout si on considère les petits filtres qui protègent le sécheur et qui, quelquefois, servent à éventuellement retirer le plus gros de l'eau liquide au cas où le purgeur du sécheur serait bouché, ce qui est la panne la plus fréquente sur un sécheur frigorifique. Il y a peut-être 30% des sécheurs dans l'industrie dont l'eau, les condensats ne s'évacuent pas parce que le purgeur est bouché ou en panne. Donc la delta P, normalement il y a 200 millibars de perte de pression, 150 à 200 millibars sur un sécheur bien dimensionné. Si vous avez 500 ou 600, c'est que vous avez un sécheur trop petit qui a été mal dimensionné. Quelquefois, quand c'est le compressoriste qui vend le compresseur mais qui achète le sécheur à un confrère, il a tendance à ne pas mettre un sécheur trop surdimensionné. C'est pour ça que les installations faites par des compressoristes qui achètent des sécheurs sur le marché, souvent le séchage n'est pas très fiable en été et occasionne des pertes de pression non négligeables. Faites attention à cet aspect-là. C'est toujours embêtant, même si ces gens sont très compétents, c'est toujours embêtant quand l'intérêt économique d'une personne le pousse à avoir des idées, je dirais,
intéressé sur les conseils qu'il vous donne. Vous voyez, c'est très très embêtant de se faire conseiller sur ces économies d'énergie par quelqu'un qui vend de l'énergie ou sur le choix d'un sécheur par quelqu'un pour qui c'est un coût, sur lequel il ne gagne pas grand-chose. Alors, la température de rosée est un truc qu'on va mesurer. La température de rosée sous pression, c'est environ égal à plus 1 à plus 5 degrés Celsius. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est de rester au-dessus de 0 degrés Celsius. Parce que sinon, votre sécheur frigorifique va poser un problème pour notre deuxième critère, qui est la chute de pression. Si vous descendez en dessous de 0, c'est-à-dire que vous refroidissez à des températures négatives, vous formez de la glace, et vous avez dans votre sécheur, ici, un bloc de glace qui se forme. On parle de givrage de sécheur. Donc le sécheur frigorifique, son dysfonctionnement majeur, c'est le givrage. On verra plus en détail d'où ça vient, le givrage, parce que ça peut venir d'un manque de fréon, d'une petite fuite de fréon, de fluide frigorigène. Voilà. Donc ça, on a un premier élément. En termes de qualité, le problème qui se pose avec les sécheurs frigorifiques, c'est que ça ne va pas être une protection suffisante pour les installations qui seraient situées à l'extérieur. Et ça ne sera pas non plus, ça c'est moins connu, une protection suffisante pour les moteurs pneumatiques qui prélèvent de l'énergie potentielle de pression dans l'air comprimé pour effectuer un travail. En effet, quand vous avez un moteur pneumatique, par exemple un moteur de ponceuse, ou un vérin simplement qui fait un travail en poussant une charge, en soulevant une charge, vous voyez, et qui le fait assez fréquemment, une pompe pneumatique, on finit par trouver à l'échappement de tous ces moteurs pneumatiques des bouchons de givre, vous voyez. Donc le problème qui se pose quand on a des sécheurs frigorifiques et des usages avec transformation d'énergie potentielle de pression en travail, ou d'autre part des installations extérieures dans des zones non chauffées, dans des coins qui peuvent geler, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0 degré et que l'air comprimé, sa température descend en dessous de 0 degré, vous voyez, et occasionne des bouchons de glace dans le sécheur, quelquefois c'est sur le réseau extérieur, et quelquefois c'est à l'échappement de certains vérins ou de certains moteurs pneumatiques. Dans ce cas-là, on comprend, et ce sera l'objet d'un des cours suivants, que nous devons avoir un séchage plus poussé. Et on parlera, en général, on utilisera soit un séchage par adsorption à la place du sécheur frigorifique, soit un séchage à membrane, qui est une autre technologie. Avant d'aborder le séchage par adsorption, on verra quand même que cette structure peut être discutée, qu'on pourrait imaginer d'avoir un sécheur unique ici. On verra quels sont les mérites de ces deux schémas. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon. Celle-ci, c'était la leçon 5. À la prochaine, ce sera le cours air comprimé 6.